Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur le projet de budget 2026 pour la France. Celui présenté par François Bayrou, là, le 15 juillet. Oui, on s'appuie sur une analyse assez détaillée du texte. Exactement. L'idée, c'est de décrypter un peu les grandes lignes et les implications de ce plan qu'on annonce comme assez rigoureux. On peut même parler d'austérité, oui. Voilà. On va parler chiffres, bien sûr, coupe budgétaire, fiscalité, et puis la stratégie derrière tout ça. Ok, déballons ça. Bon, ce qui frappe tout de suite, c'est vraiment l'ampleur. On parle de 43,8 milliards d'euros d'économies, juste pour 2026. 43,8 milliards. C'est énorme. Oui, énorme. Et il faut voir ça dans le contexte, hein, un contexte macroéconomique, disons, compliqué. Le déficit public, il était autour de 5,8% du PIB en 2024, bien plus que prévu. Ah oui, oui. Et la dette publique, elle, frôle les 114% du PIB. C'est un record. Ça pose des questions sur la soutenabilité, les taux d'intérêt. Bien sûr. Et on ajoute à ça une croissance prévue assez faible, hein, plus 1,3% pour 2026. Et puis la pression de l'Europe. Faut revenir sous les 3% de déficit d'ici 2029. Donc, une marge de manœuvre très étroite. Voilà, le virage est serré, c'est le mot. Alors, le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est ce concept d'année blanche budgétaire pour 2026. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée maîtresse, c'est un gel quasi général des dépenses de l'État. La règle est simple, hein, ne pas dépenser plus en 2026 qu'en 2025, en euros courants. Ah oui, en euros courants. Donc, avec l'inflation, ça veut dire une baisse en volume. Exactement. C'est ça l'astuce, si on veut. Et il y a des exceptions à ce gel? Oui, quelques-unes, mais importantes. Le budget de la défense, lui, il continue de grimper, plus 3,5 milliards d'euros prévus. C'est une priorité affichée vu le contexte géopolitique. Logique. Et puis, il y a la charge de la dette, ça, mécaniquement, ça augmente aussi. Mais pour le reste, c'est le gel. Et les conséquences de ce gel? Pour les services publics, les fonctionnaires? Ça veut dire, par exemple, pas de revalorisation générale des salaires des fonctionnaires, et surtout, et c'est peut-être là le plus sensible, la non-indexation de pas mal de prestations sociales sur l'inflation. Donc même une petite inflation, ça signifie une perte de pouvoir d'achat pour les gens concernés. C'est ça, directement. Et au-delà de ce gel général, on parle aussi de coupes bien ciblées cette fois. Exactement. Si on regarde dans le détail, il y a des choix, oui, drastiques qui apparaissent. La santé, par exemple, est particulièrement visée. 5 milliards d'euros d'économies attendues. 5 milliards sur la santé. Comment? Alors, principalement via ce qu'ils appellent la responsabilisation des patients. On parle de doubler les franchises médicales, de limiter l'augmentation des dépenses de santé, l'ONDM, voire même de dérembourser certains actes ou médicaments. D'accord. C'est... Assez direct. Oui. Et pour d'autres gros budgets, comme l'éducation, la recherche, l'environnement, là, c'est le gel strict. Pour l'environnement, on parle même de simplification, voire de supprimer des agences jugées trop coûteuses. Et cette histoire de jour férié? Ah oui, c'est une mesure très symbolique. La proposition de supprimer 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. L'idée, c'est de stimuler l'activité, gagner en productivité. Ça risque de faire parler ça, hein. Oh oui, ça c'est sûr. Passons à la fiscalité. Alors là, voilà, où ça devient vraiment intéressant. Le message officiel, c'est pas de hausse générale d'impôts. C'est vrai ça? Alors, oui et non, c'est plus subtil, il y a bien une année blanche fiscale aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les barèmes de l'impôt sur le revenu, par exemple, ne seraient pas revalorisés sur l'inflation. Ah, donc si mon salaire augmente un peu, même juste avec l'inflation, je peux payer plus d'impôts. Exactement. Même avec une inflation faible, disons 1 ou 1,5%, ça fait une hausse d'impôt effective pour pas mal de ménages. C'est une façon d'augmenter les recettes sans le dire trop fort. Malin. Et à côté de ça, il y a quand même des mesures plus ciblées qui sont évoquées, hein, pour montrer que l'effort est partagé. Oui, c'est ça. Pour l'affichage de l'équilibre, on parle d'une contribution de solidarité pour les très hauts revenus, mais bon, les détails sont encore flous. D'accord. Et il y a aussi une réforme envisagée de l'abattement de 10% sur les pensions de retraite, au-delà d'un certain seuil. Ça toucherait les retraités les plus aisés. Et la logique derrière tout ça, c'est quoi? Elle est double, d'après ce qu'on comprend. D'un côté, élargir l'assiette, c'est-à-dire s'attaquer à certaines niches fiscales, des avantages jugés inefficients ou qui profitent surtout aux plus riches. Ok. Et de l'autre côté, intensifier la lutte contre la fraude fiscale et sociale. L'objectif est ambitieux, récupérer plus que les 11 milliards actuels sur un potentiel qu'ils estiment à 15 milliards. Ça soulève une question importante alors, sur la perception de cet effort.
Est-ce que c'est vraiment un effort partagé, comme ils disent, ou est-ce que c'est une manière de faire passer l'austérité? Bah, c'est tout l'enjeu politique, évidemment. En évitant la hausse de TVA ou de l'impôt sur le revenu pour tous, et en ciblant au moins symboliquement les plus riches et certaines niches, le gouvernement essaye de vendre un effort collectif. Oui, je vois. Mais en pratique, la non-indexation des barèmes, des prestations, ça touche une base beaucoup plus large, souvent de façon moins visible. Donc la question de l'équité réelle face à l'équité affichée, elle va être au cœur des débats, c'est certain. Un gel quasi général des dépenses, sauf pour la défense, des coupes assez dures dans des secteurs clés comme la santé, et des ajustements fiscaux qui, mine de rien, vont peser sur le pouvoir d'achat, même s'il n'a pas de hausse générale claronnée. Tout ça pour redresser les finances publiques, c'est présenté comme vital. Exactement. Stratégiquement, c'est une tentative un peu de quadrature du cercle, non? Il faut imposer une discipline budgétaire très stricte pour rassurer les marchés, l'Europe, Mhm. tout en essayant de maintenir une certaine cohésion sociale, avec une équité au moins symbolique, et en même temps répondre aux besoins de sécurité. Et que tout ça avec une croissance faible et sans majorité absolue au Parlement. Voilà, c'est un pari risqué sur ce qu'on pourrait appeler peut-être la fiscalisation de la sobriété. Forcer la sobriété par le budget et la fiscalité indirecte. Et ça nous amène peut-être pour conclure à une réflexion un peu plus large. Au-delà des chiffres, des équilibres financiers sur le papier, quelle sera la capacité réelle de l'économie française et même de la société dans son ensemble à absorber un tel choc? Un choc de rigueur même si on le présente comme temporaire et collectif. L'impact, lui, pourrait être profond, durable. C'est une question qui, je pense, restera ouverte bien après l'adoption ou non de ce budget.